Bonjour, je vous promets un dépaysement total aujourd'hui. En moins d'une demi-heure, nous irons en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Australie, en Californie et même en Chine. Et tout cela sans bouger d'ici, de ce domaine du Rayol. Au Rayol-Canadel, c'est dans le Var, entre le Lavandou et Cavalère, dans ce jardin du Conservatoire du Littoral, avec cette végétation de type méditerranéen. Alors qui mieux que le jardinier de ce domaine pour nous guider? C'est Jean-Michel Batin. Jean-Michel, comment on peut arriver du Jura, de son Jura natal, ici au bord de la mer, au Rayol-Canadel? Eh bien déjà peut-être une histoire de climat, de végétation bien entendu, et surtout le pari de pouvoir offrir au plus grand nombre de personnes possible eh bien, des explications sur justement ces différentes plantes qui vivent dans ce climat assez spectaculaire. Parce qu'en fait, ce jardin, ce domaine, bien sûr, on peut le visiter, on en parlera tout au long de cette émission. Mais est-ce que vous connaissiez déjà ces plantes? Est-ce que vous étiez déjà dans ce milieu-là? Je ne connaissais pas ces plantes justement, la curiosité m'a emporté jusqu'ici, mais le milieu j'y étais effectivement, puisque dans le fin fond du Jura, on cohabite naturellement avec l'environnement et ça m'a toujours un petit peu bercé. Votre curiosité aussi va être satisfaite aujourd'hui dans Midi Méditerranée. Mais en fait, Jean-Michel Batin, un jardin comme ça sert à quoi? Quelle est la philosophie de ce lieu? Ben, je crois avant tout, c'est de remarier un petit peu l'homme et la nature. Ce jardin va être un support pour la pédagogie, à la fois pour expliquer les plantes, leur origine, etc., mais également pour d'autres personnes, pour la photographie. Pour le plaisir pour des le yeux, plaisir, tout simplement, la promenade. Et je crois que c'est bien là le devoir du conservatoire, c'est-à-dire de proposer à tout le monde ces endroits en les protégeant à tout jamais. Alors là, on arrive devant une belle maison, qui est la maison première de ce domaine. C'est aussi votre atelier. C'est aussi notre atelier, nous avons la chance effectivement. C'est la cabane du jardinier. Voilà, Vous avez d'avoir bien de la chance. pu acquérir ce bâtiment de façon à pouvoir installer aujourd'hui au cœur de ce jardin eh bien, le matériel qui nous permet d'entretenir ces lieux. Et vous êtes nombreux ici? Eh bien, c'est assez variable. En règle générale, nous sommes à peu près 4 ou 5 à entretenir ces 20 hectares. Est-ce qu'il y a sur ces 20 hectares des collections de plantes? Parce que ça a été à la mode, ça. Alors non, justement, nous ne voulons absolument pas de collections. Monsieur Gilles Clément, qui a élaboré le concept de ce jardin, se refuse entièrement à faire des collections, puisque c'est à l'inverse justement de la nature. La nature ne crée pas des collections, mais la diversité. Et je crois qu'ici, le paysage passe par la diversité, le volume. Mais il y a tout de même des conservations d'espèces. Alors, l'acclimatation, la conservation, bien entendu, dans un jardin, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui permet pour aujourd'hui et pour l'avenir de retrouver l'entité de différents lieux, des végétaux tout simplement. Tout à l'heure, on fera un cours d'ailleurs sur toutes ces plantes d'origine, ces plantes endémiques, ces plantes naturalisées. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Il y a des travaux tout de même qui sont faits dans ce jardin pour le tenir en ordre. Oui, bien sûr, ces travaux ont été menée de façon assez particulière, puisqu'il faut savoir que depuis 1989, ce jardin est ouvert au public. Et nous devions, par petites touches, travailler ces différents jardins. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc enfin un jardin, on va réinstaller des végétaux, donc des transformations sont nécessaires. Mais du fait que le public visite ces jardins depuis le début, on devait faire le plus harmonieusement possible ces transformations. Et vous y arrivez? Nous y arrivons, nous espérons y arriver. Le public, quelquefois, vous gêne pas un peu? Le public, non, puisqu'à la fois il est critique. Nous avons bien sûr un peu toutes les critiques, mais il a été très compréhensible sur cette affaire-là. Il nous a toujours soutenus jusqu'à maintenant. Eh bien, allez, nous allons faire le tour du monde. Pardon, le tour du domaine. Kia ora, haere mai. Alors c'est avec le bienvenu des Maoris que je vous accueille ici en Nouvelle-Zélande, à Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Et ben nous y sommes, c'est vraiment tout à fait ça. Ici au domaine du Rayol, nous avons réussi à recréer cette atmosphère extraordinaire que l'on retrouve dans les forêts pluviales de la Nouvelle-Zélande, avec ces fougères extraordinaires, des fougères arborescentes qui peuvent développer un véritable, une sorte de tronc, on peut appeler ça, le terme n'est pas vraiment exact, mais on va dire comme ça. Et regardez, des crosses énormes qui se déplient. Alors les fougères arborescentes sont appelées panga en Nouvelle-Zélande, et celles-ci ont énormément inspiré les Maoris dans leur art. Pourquoi? Mais justement pour ces formes en spirale, comme on peut le voir ici.
Alors nous voici dans une ambiance complètement différente encore, hein, un voyage de plus. On a fait quelques kilomètres. Dans la fraîcheur et dans la verdure du vallon avec la bambouserie. Donc là c'est vraiment le milieu asiatique, nous y sommes, avec ces grands bambous. Il y en a un grand nombre d'espèces différentes. Ces plantes sont très liées à une bonne partie de l'humanité, en particulier dans le monde asiatique, pour toutes les utilisations qu'on peut en faire. C'est incroyable. Je vais te donner quand même quelques exemples, hein, pour faire des meubles, pour faire des outils, pour faire pas mal de choses. Les grands bambous, pour faire des sortes de canalisations, pour l'irrigation, souvent pour transporter l'eau d'un point à l'autre, puisque c'est creux à l'intérieur, bien sûr. Il y a juste des petites cloisons là au niveau de chaque section, mais bon, il suffit de les percer. C'est très très dur, il contient de la silice, hein, comme certains végétaux. On en a vu quelques-uns auparavant, et puis il y en a d'autres aussi comme la frêle. Et ça participe à sa solidité. Puis comme vous le voyez ici, là, on a fait donc ces petits outils pour éviter d'abîmer les jeunes pousses. Vous voyez que c'est tout à fait flexible, hein. De toute façon, il y a tellement d'utilisations possibles avec ce végétal qu'il a certainement un grand avenir devant lui. Alors voici l'arbre corail. C'est un arbre splendide, hein, s'il en est. Il a une floraison exceptionnelle qui apparaît au printemps, juste avant l'apparition des feuilles. En effet, c'est un arbre caduc et justement, ces belles fleurs rouges lui donnent son nom. Il est originaire d'Afrique du Sud, mais on trouve des espèces plus ou moins proches de cet arbre, en Amérique du Sud aussi, et en Asie du Sud, Sud-Est, en Inde en particulier. L'arbre de corail est peu cultivé sur la Côte d'Azur car il est très frileux, il ne supporte pas bien le gel. Par contre, on le retrouve plus fréquemment dans les pays chauds, on le retrouve à travers toute la planète dans les zones tropicales. Dépaysement total, hein, dans ce domaine du Rayol. Ici, nous sommes dans quel secteur? Alors c'est un secteur qui représente une rocaille, qui représente en grande partie l'Amérique centrale, aride. En fait, on vient pour ça aussi. On vient pour ce dépaysement, pour cet exotisme, non? Bien sûr, nous sommes ici à un endroit où les végétaux ont débordé légèrement le climat méditerranéen, la frontière du subdésertique, et les plantes sont très bien adaptées à cette sécheresse. Voilà pourquoi elles sont aussi spectaculaires et curieuses. Oui, c'est pour ça qu'en fait, quand on dit paysage, jardin méditerranéen, quelquefois on se demande où est la Méditerranée là-dedans, hein? Eh bien, la Méditerranée se trouve en amont, effectivement. Nous sommes à la conclusion du climat méditerranéen, de l'adaptation des plantes à ce milieu qui est plutôt donc sec et chaud l'été, plus humide et tempéré pendant l'hiver. On arrive à des températures plus extrêmes et là, les végétaux sont au bout de leur adaptation. On y retrouve des feuilles vraiment rigides ou encore crassulescentes. On retrouve à l'intérieur issu de l'eau. Donc les plantes là, sont en bout de climat méditerranéen. Ouais, on peut l'interpréter ainsi. Ça, c'est une bouteille remplie d'eau qui a perdu ses branches. Au départ, ça a des branches. Voilà, ça. tout à fait. Aujourd'hui, on a pu mettre vraiment à jour le fait que les cactus avant étaient des arbres avec des branches et des feuilles. Elles ne supportant plus cette perte d'eau d'année en année, que ce réchauffement progressif de ces climats méditerranéens, où la plante, en quelque sorte, s'est recrevillée sur elle-même pour pouvoir survivre tout simplement. Et on en arrive effectivement à des végétaux qui n'ont plus de feuilles, de branches, ou seulement pendant les périodes humides où le développement de ces feuilles est possible. Est-ce qu'on vient aussi ici chercher des idées pour ces jardins? Est-ce qu'on vous dit, dites donc Jean-Michel, qu'est-ce que je peux planter chez moi? Est-ce que ça pousserait? Est-ce que ça pousserait pas? Bien sûr, les gens, surtout les gens qui habitent ou ont des maisons dans les environs, sont très intéressés pour voir ce qu'ils pouvaient installer dans leur jardin. On en parlait tout à l'heure. Nous acclimatons des végétaux également, donc les gens viennent puiser quelques... Remarquez, c'est bien parce que aussi ça évite peut-être de planter tout et n'importe quoi. Bien entendu. Il y a des plantes qu'on introduit, auxquelles il faut faire très attention à leur développement. Et surtout, lorsqu'on fait son jardin chez soi, il faut penser à ce qui se passe à l'extérieur et on peut Attention déborder que ça sur ne l'extérieur. déborde pas, voilà, qu'il n'y fait. ait pas des plantes qui prennent la nature. Je crois que les introductions les plus malheureuses et les plus connues sur la Côte d'Azur, même si c'en est sa gloire pendant la période hivernale, c'est le mimosa, hein, qui est très très joli, mais qui envahit énormément et porte préjudice aujourd'hui aux plantes endémiques. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas apte à planter dans son jardin des espèces venues d'ailleurs, comme l'exemple de la Villa des Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 4 hectares de végétation méditerranéenne qui pousse naturellement sans attention particulière,
10 hectares de jardin botanique surveillés avec amour. Des conifères et des palmiers, des fougères et des bambous, des ficus grands comme s'ils étaient chez eux, des agrumes et des broméliacées, ces plantes qui vivent sans racines comme si elles se nourrissaient de l'air du temps. Des plantes succulentes, cactées et plantes grasses, et même certaines qui étaient inconnues avant d'arriver ici, à qui l'on a donné le nom du créateur du jardin, les marniers l'Apostoli. Près de 16 000 espèces végétales différentes, réparties sur 10 hectares de jardin, des serres de végétation tropicale et subtropicale, tous les continents réunis dans un même ensemble. En 1924, la famille Marnier-l'Apostole achète la villa Les Cèdres, l'ancien domaine du roi des Belges Léopold II, et dès 1930, Julien Marnier-l'Apostole, passionné de botanique, entreprend d'y développer un jardin. Après la guerre, le développement du Grand Marnier va profiter à la collection botanique. La vente de la liqueur l'amène à voyager dans le monde. Julien Marnier en ramène des plantes, ses correspondants lui en envoient. Jusqu'à 50 jardiniers, il en reste 15, s'occuperont de réceptionner les plantes et de construire les serres. Aujourd'hui encore, dans la collection, certains végétaux non inventoriés à l'époque restent mystérieux. Pourtant, rien n'a été laissé au hasard pour composer non pas un jardin d'agrément, mais une collection botanique qui est l'apparence la plus naturelle possible. Quelqu'un qui aime les plantes vient dans le jardin et trouve qu'il y a une végétation exubérante. Tout pousse et apparemment presque tout seul. Mais c'est vrai, à un certain degré. Mais lorsqu'on y vit parmi les plantes, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et que dans un jardin, on ne peut pas tout réaliser. Parce que là, il y aura toujours une différence entre la végétation spontanée et les plantes rassemblées en collection. La végétation spontanée s'est créée au cours des temps. Un jardin était constitué souvent au cours d'une vie. Par rapport au temps de la nature, c'est une fraction infime de seconde. Dans un jardin, on ne peut pas toujours, par manque de place et par manque de climat, imiter ce qui serait l'idéal d'une collection botanique, imiter la nature. Parfois, il faut faire des compromis. Il faut planter deux plantes plus serrées l'une à côté de l'autre qu'on ne devrait le faire. Mais ça, un jardin est une chose créée par l'homme. Il faut que l'homme intervienne. Cette conception d'un jardin, de la nature et des plantes, implique surtout de savoir observer l'œuvre de la nature. Le même esprit a prévalu et espérons-le de toutes nos forces que le même esprit continuera. Autant que possible de laisser pousser les plantes, de les laisser s'exprimer comme elles sont, et d'être attentif, de leur donner les possibilités de se développer comme elles doivent être, comme elles le feraient dans leur pays ou d'où elles viennent. C'est ça le grand but d'un jardin, aussi naturel, aussi pur et vrai que possible. Ce n'est pas la folie des grandeurs, mais bien l'amour des plantes qui a motivé la collection de Julien Marnier. Il a même ramené un palmier d'une villa de la Côte d'Azur menacée de destruction pour le sauver. L'harmonie et l'équilibre du jardin ont été préservés parce qu'il n'est pas ouvert au public. Seuls les chercheurs ou les passionnés de botanique et leurs associations ont la connaissance et le respect nécessaires pour en approcher l'âme. Une villa Les Cèdres, malheureusement fermée au public. C'est pas comme ce domaine du Railleul, ici dans le Var, que vous pouvez visiter tous les jours. Tiens, puisqu'on en est à parler de date, regardez donc cette plante là derrière moi, c'est un backboy. Il pousse d'1 mètre tous les 100 ans. À ce rythme-là, Jean-Pierre Belmont, on n'a pas fini de faire des éphémérides.
Sian din lo mes de mai que se planta lo mai d'un village des provinces del pays Nissar. L'arbre de mai, une piboule, un peuplier en général, que les jovens van tomber en campagne et qui raduse un suicide espal. Un arbre décoré de guirlandes autour duquel la tradition veut que l'on danse. Il y a d'endroits comme ici, à Cucurum, monte van plantar l'oumaille devant l'église. Et il faut que la cime de l'arbre dépasse le toit de l'église, comme s'il y avait qui la rivalité entre un vieux culte païen, celui de l'arbre de mai, et l'église catholique. Faut bien dire qu'amelo printemps, jovens et joventes qui dansent alentour de l'arbre de mai, sentent en elle monter la sable au printemps. Et il y a un autre pays au monde, Jean-Michel Blatin, où on a mesuré aussi la grandeur des églises par rapport à d'autres arbres. Oui, bien sûr. On parle des Canaries à ce moment-là, effectivement, où vit le grand dragonnier, qui est une grande herbe. Et lorsque les conquistadors, au XVe siècle, ont écrasé ce peuple de Guanches, ils ont également voulu marquer le coup sur leur religion. Et ont construit à côté de ce magnifique pied de dragonnier une église, bien sûr, plus haute, plus importante que cette plante magnifique. Alors voilà, comme ça tombe bien, puisque là, nous arrivons dans un autre domaine qui appartient depuis très peu de temps au Conservatoire du Littoral. C'est le domaine Fonsin ou le Castel du Soleil ou le Château du Soleil, que l'on appelle aussi la Grande Maison. Et on y rencontre celui qui a été pendant des années le régisseur bénévole de Mademoiselle Fonsin, c'est Jean-Philippe Bresse. C'est un domaine qui entre dans le Conservatoire du Littoral par une drôle de façon. Ah, c'est fantastique, parce qu'effectivement, le Conservatoire du Littoral balbutiait dans sa deuxième année. Il a été créé en 1975. Et Mireille Fonsin, au décès de sa sœur Myriam, qui a été la première femme à être conservateur des cartes à la Bibliothèque nationale, voulait laisser aux générations futures un aspect non touché, intact de la côte des morts. Et par hasard, elle apprend l'existence du conservatoire. À ce moment-là, les contacts sont faits, et en 1977, en décembre 1977, on en fait donation avec des clauses très restrictives au conservatoire. Parce qu'il faut dire qu'en fait, c'est une dame qui a une forte personnalité. Ah, tout à fait, une très forte personnalité. Mireille Fonsin, sous des aspects de sourire et de douceur, en fait, savait jauger les gens. Elle vous toisait de la tête aux pieds, et elle savait qui elle avait en face d'elle. Et elle ne faisait pas, c'est pas qu'elle était méfiante, mais elle ne faisait pas confiance systématiquement à tout le monde. C'est comme ça, par exemple, que pour la photo officielle de son centenaire, elle le tourne le dos. Il faut dire que c'est la fille de Pierre Fonsin. Qui est Pierre Fonsin? Alors, Pierre Fonsin, c'est un géographe très important. C'est celui qui a nourri toutes les générations antérieures dans les écoles primaires et secondaires. Il a été en 1883 le fondateur de l'Alliance française. Cet aspect... C'est un géographe au départ aussi. Hein? C'est un géographe au départ, c'est exact. Mais il a fait énormément au niveau de l'évolution des lettres, de l'histoire, de la géographie. J'ai là un document de 1865 écrit de sa main demandant l'autorisation au ministre de l'époque de donner des cours gratuits, alors qu'il était simplement agrégé d'histoire-géographie, des cours gratuits aux ouvriers de Carcassonne. En quoi ce domaine qui entre dans les girons du Conservatoire du Littoral est intéressant pour le jardinier que vous êtes, Jean-Michel? Ce qui est intéressant, et une des grandes réussites du Conservatoire, c'est justement d'avoir pu préserver cette fenêtre entre le massif des Morts et la mer Méditerranée. Alors d'autant plus que le massif des Morts, contrairement au reste du littoral qui est totalement calcaire, on rencontre ici un sous-sol qui est mica-schisteux, avec non plus un sol acide, mais plutôt, non pas un sol calcaire, mais un sol acide, où on retrouve une autre végétation qui est le maquis, contrairement à la garrigue. C'est une végétation ici qui a eu une histoire bouleversée. Hein. Effectivement, cette végétation a pris feu à plusieurs reprises. Nous sommes ici sur une butte, et le feu n'épargne rarement ces endroits très vantés. Et voilà le dernier incendie qui est passé il y a 7 ans. On retrouve de ce fait très précisément les différentes stations de végétaux le long de cette colline et cette concurrence qui leur permet petit à petit de reprendre place sur le site. Parce qu'en fait, les plantes, la végétation se fait bien concurrence l'une l'autre. Ça s'appelle tout simplement la guerre des espèces, comme là-bas au Cap-Lardy. La mer, les pins parasols, image carte postale immuable de la Provence, vantée par les publicités. Et pourtant, évidemment, on vous cache des choses. Pendant que les journaux vous parlent des derniers boys bands à la mode,
ou des drames survenus dans les familles princières, une guerre implacable se déroule au Cap Lardier, comme ailleurs en Provence ou sur la Méditerranée. Une bataille sournoise, lente, dont vos enfants ou vos petits-enfants verront encore les conséquences. Une lutte intense pour l'espace entre les végétaux, un combat qui porte un nom, la frigane. Car le paysage méditerranéen n'est pas fixe, loin de là, même si la croissance des végétaux paraît lente à nos yeux. Au départ de cette guerre, il y a l'utilisation intensive que l'on a faite en coupant depuis les Romains tous les chênes de la forêt méditerranéenne pour la construction des maisons et des bateaux ou pour le chauffage. L'exploitation intensive des bois de chêne vert sans gérer le reboisement et la plantation de nouveaux arbres a précipité la disparition progressive du massif forestier. Petit à petit, le sol se reconstitue. D'abord avec un sol herbeux, domaine de la lavande de mer et des îles, la lavande stoecace, terrain de prédilection pour les euphorbes et les cystes de toutes sortes, cystes cotonneux ou cystes blancs. Parfois, on voit même la barbe de Jupiter, plante protégée qui semble avoir conquis le bout du Cap Lardier. Et pourtant, elle aussi est désormais condamnée. Le lentisque s'incruste et vient bientôt la coloniser. Un autre acteur entre à son tour dans la bataille, le pin, pin d'Alep ou pin parasol, qui s'étale au Cap Lardier comme de grands champs de brocolis qui recouvrent la végétation du maquis, créant le paysage symbolique qui fait vendre la Provence aux touristes. Parfois, un événement inattendu survient au milieu du combat. Le feu, qui bouleverse l'évolution prévue. Mais si la forêt de pin parasol semble être l'aboutissement de cette lutte pour la meilleure place au soleil, la carte postale de la Provence est elle aussi menacée. Sous le couvert de pin perce lentement le chêne, qui s'impose et revient tranquillement. Le chêne vert prend son temps. C'est lui le véritable roi de la forêt. Sans l'intervention de l'homme, du feu ou d'un événement qui bouleverserait encore la bataille, il sait qu'il sera implacable. À terme, la forêt de chêne vert supplantera tous les autres végétaux, le paysage des générations futures rejoindra celui de nos ancêtres de l'Antiquité. Et c'est comme ça, Jean-Michel Batin, qu'il y a des plantes que l'on croit d'origine, qui sont en fait des plantes venues d'ailleurs. Oui, bien sûr, beaucoup de plantes ont été importées pour des aspects d'esthétique, mais également de mode. L'exotisme fait toujours rêver. Et certaines de ces plantes ont su s'acclimater et se naturaliser. S'acclimater, c'est qu'on arrive à les faire pousser, les faire tenir chez nous, en plein air. Et naturaliser, ça veut dire que la plante est capable de se reproduire d'elle-même sur ce site. Ah tiens, puisqu'on avait promis tout à l'heure une explication de texte sur les termes, endémique, ça veut dire précisément? Alors, une plante endémique, c'est une plante qui vit de façon très locale, à tel ou tel endroit. Ce sont des stations, en quelque sorte. Et une plante indigène? Une plante indigène, c'est une plante qui, elle, va se développer sur une région, sur une quantité, un terrain à peine plus grand. Racontez-nous la belle histoire des pins que l'on croit être d'ici et qui sont eux aussi... Oui, la grande carte postale de la Provence, c'est le fameux pin pignon, le pin parasol, qui lui, en fait, a été importé il y a très longtemps par les Romains, à l'époque de Jules César, donc, et qui s'est en fait peu développé, pour la bonne et simple raison que le pin pignon, justement, on en fait des petites galettes très agréables. Son fruit, sa graine est très grosse. Et donc elle va tomber. Avec la concurrence des pieds mers, ce pin a du mal à se développer, il a du mal à se disséminer, contrairement aux autres pins qui ont inventé l'hélicoptère bien avant nous, avec une grande aile, une petite graine qui, grâce au vent, va lui permettre d'aller voyager beaucoup plus loin, retrouver des terrains à conquérir et se développer comme ça. Et ça, c'est le pin... C'est le pin d'Alep, c'est le pin maritime qui malheureusement ici commence à refaire surface, avait disparu à cause de la sécheresse dans les années 50. Merci pour toutes ces explications, merci pour avoir été notre guide aujourd'hui.